Chapitre 7, partie B, évolution spontanée d'un système chimique. On l'a vu dans les révisions du paragraphe A, pour une transformation totale, la connaissance des quantités de matière initiale va permettre de déterminer l'état final par le calcul de X max. Par contre, lorsqu'une transformation chimique n'est pas totale, elle conduit à un état final qu'on appelle l'état d'équilibre, où toutes les espèces chimiques sont présentes. Et on a XF qui est plus petit que X max. Alors, la détermination de XF peut se faire par une mesure, comme on l'a vu. Une mesure de conductivité, une mesure d'absorbance, ou une mesure de pH. Mais peut-on, sans faire aucune mesure, peut-on prévoir, pour de telles transformations qui sont non totales, qui sont partielles, les quantités de matière dans l'état final, connaissance que l'on a introduit au départ? Pour répondre à cette question, on va utiliser un nouvel outil, un outil de calcul qu'on appelle quotient de réaction. Pour une réaction chimique en solution aqueuse du type petit a fois grand A plus petit b fois grand B qui réagit pour donner petit c fois grand C plus petit d fois grand D, petit a, petit b, petit c et petit d étant les coefficients stoichiométriques associés aux différentes espèces chimiques, le quotient de réaction va avoir pour expression QR égale, donc on trace un grand trait de fraction. Au numérateur, que vaut l'expression? On prend la concentration de C divisée par C0. C0, rappelez-vous, on l'a déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle la concentration standard, et c'est égal à 1 mol par litre. On l'avait rencontré, rappelez-vous, dans le premier chapitre, lorsque l'on avait défini le pH. pH égale moins log de la concentration en ion H3O+, que divise C0. Donc le rôle de cette division par C0, ça permet en fait d'avoir une grandeur qui va être sans dimension. C, concentration de C que divise C0, c'est sans dimension. Et on va élever donc ce petit quotient à la puissance petit c, où petit c est donc le coefficient stoichiométrique associé à l'espèce chimique grand C. On multiplie par le même quotient, mais avec, en adaptant l'expression pour l'autre produit de la transformation, c'est-à-dire grand D, et on va diviser par en faisant la même chose pour les réactifs, concentration de A que divise C0 à la puissance petit a, fois la concentration de B que divise C0, le tout à la puissance petit b. En pratique, on utilisera plutôt l'écriture simplifiée, puisque toutes les concentrations standards sont égales à 1 mol par litre, on va obtenir cette expression pour QR. Donc on peut rappeler, au numérateur, on va trouver les termes qui correspondent au produit de la transformation, concentration de l'espèce C à la puissance petit c étant le coefficient stoichiométrique. On multiplie par la concentration de D élevée à la puissance petit d. Et on va diviser par quoi? Par les mêmes expressions mais pour les réactifs. Concentration de A à la puissance petit a fois la concentration de B à la puissance petit b. Donc il faut bien mémoriser que le quotient réactionnel est sans dimension et il faudra toujours exprimer les concentrations mol par litre dans les quotients réactionnels. L'eau ici joue un rôle très particulier. L'eau c'est le solvant, donc on ne la fera pas intervenir dans le quotient réactionnel même si elle apparaît dans l'équation de la réaction. En fait, on remplacera le terme associé par le chiffre 1. Et il en est de même s'il s'agit d'un solide. On remplacera le terme associé dans le quotient réactionnel par 1. Donc l'eau n'intervient pas dans l'écriture du quotient de réaction, même si elle figure dans l'équation de la réaction, et il en va de même pour les espèces solides. De plus, dans le quotient de réaction, l'état du système est précisé en indice. Si on fait intervenir les concentrations initiales, on calculera donc le quotient réactionnel initial, et donc on écrira QRI. Si on utilise les concentrations dans l'état final, à l'état d'équilibre, on écrira donc QRF pour état final ou QREC pour état d'équilibre. Un exemple d'application, écrire le quotient de réaction associé à l'équation S2O3 plus 2H3O+, qui réagit pour donner du soufre, du dioxyde de soufre et de l'eau. Donc le quotient de réaction va avoir pour expression, donc rappelez-vous, au numérateur, on met les concentrations de chaque espèce en solution, élevées à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique associé. Alors bien faire attention ici, dans les produits, on a deux espèces chimiques qui correspondent aux exceptions.
le soufre est à l'état solide. Donc rappelez-vous, dans l'encadré qui était juste au-dessus, on a vu qu'il fallait remplacer par 1. Et pareil, l'eau, on va remplacer par 1. Donc en fait, au numérateur ne va intervenir que le dioxyde de soufre. Donc au numérateur, je mets la concentration du dioxyde de soufre, élevé à une puissance qui va être égale au coefficient stoichiométrique de SO2, qui est égal à 1. Donc j'élève à la puissance 1, donc je ne l'écris pas. Au dénominateur, on a donc deux réactifs qui interviennent. Donc on va avoir la concentration de S2O3 Quel est le coefficient stoichiométrique pour S2O3 C'est 1, donc j'élève à la puissance 1, je ne l'écris pas, que multiplie la concentration de l'autre réactif, ce sont les ions oxonium, H3O+, et ne pas oublier d'élever à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique des ions oxonium, c'est-à-dire 2. Donc voici l'expression de ce quotient réactionnel. Donc une remarque, le quotient réactionnel dépend bien sûr de l'écriture de l'équation de la réaction. Si on avait écrit l'équation de la réaction dans l'autre sens, on aurait eu un quotient réactionnel qui aurait été inverse de celui que l'on vient d'écrire. On le verra bientôt. Alors derrière vos écrans, vous vous demandez, c'est très joli tout ça, mais à quoi ça sert ce quotient réactionnel? Alors lorsqu'un système évolue spontanément vers un état d'équilibre, ce quotient de réaction, il prend une valeur qui est constante, c'est-à-dire indépendante de la composition initiale du système chimique. Donc pour une transformation donnée, quel que soit le mélange de réactifs que vous faites, quelles que soient les quantités que vous introduisez de réactifs et de produits, le système va évoluer vers un état final. Et dans l'état final, ce quotient réactionnel, pour une transformation donnée, il prendra toujours la même valeur. Donc cette valeur, c'est ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Et on utilise la lettre K pour la représenter. Donc par définition, la constante d'équilibre d'une transformation est égale à la valeur du quotient réactionnel à l'équilibre. Alors K c'est une constante mais qui évolue cependant avec la température. Donc K dépend de la température. Si la constante d'équilibre est très grande, K supérieur à 10 000, on pourra considérer que la transformation est totale. Remarque, les constantes d'équilibre K et K' associées à deux réactions inverses sont inverses l'une de l'autre. Prenons cette première transformation, Cu2 plus Zn, qui réagit pour donner Cu plus Zn2 plus. Donc rappelez-vous, par définition, la constante d'équilibre, qui, si on regarde dans les livres ici, est égale à 10 puissance 37, qui est gigantesque. Quelle va être son expression? Donc je trace le trait de fraction. Au numérateur, rappelez-vous, on met les concentrations des espèces chimiques en solution élevées à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique. Donc si je regarde les produits de la transformation ici, j'ai du cuivre, mais du cuivre à l'état solide. Donc rappelez-vous, il n'intervient pas dans l'expression du quotient réactionnel. J'ai du zinc, Zn2+, donc l'expression du quotient de réaction au numérateur, ça va être la concentration de Zn2+, élevée à la puissance 1. Et comme ici, il s'agit de la constante d'équilibre, ça sera la concentration de Zn2+, à l'équilibre, une fois que la transformation aura atteint son état d'équilibre. Au dénominateur, on s'intéresse, rappelez-vous, au réactif de la transformation. Il y en a deux ici. Il y a du cuivre, Cu2+, donc en dessous j'écris concentration de Cu2+, à l'état d'équilibre, élevé à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique. Le deuxième réactif, c'est le zinc, mais rappelez-vous, le zinc ici, il est à l'état solide, donc il ne va pas intervenir dans l'expression de la constante d'équilibre. On va regarder maintenant cette même transformation qui est écrite dans l'autre sens, Cu solide plus Zn2+, qui réagit pour donner Cu2+, plus Zn solide, on va appeler K' cette nouvelle constante d'équilibre. Quelle va être l'expression de K'? Donc au numérateur, on va avoir la concentration de Cu2+, élevée à la puissance 1, concentration à l'équilibre, puisqu'il s'agit d'une constante d'équilibre, divisé, alors le zinc solide, pareil, on ne le fait pas intervenir puisque c'est un solide, on remplace par 1, et on divise par la concentration de Zn2+, à l'équilibre, élevé à la puissance 1, et le cuivre solide n'intervient pas.
Donc on remarque que K' c'est l'inverse de K. Et donc ça va être égal à 10 puissance moins 37. Si on regarde la première transformation, on voit que K est égal à 10 puissance 37, donc c'est une constante d'équilibre qui est vraiment gigantesque. Donc on va pouvoir considérer que la transformation est totale. Pourquoi peut-on considérer que cette transformation est totale? C'est que pour que ce quotient soit si grand, il faut que la concentration de Zn de plus soit très grande et que la concentration de Cu de plus soit vraiment très très faible, proche de 0. Donc ça voudra dire que les ions Cu de plus ont été entièrement consommés. Donc en pratique, on rappelle, on considère qu'une transformation est totale lorsque la constante d'équilibre est plus grande que 10 puissance 4. À ce moment-là, la transformation inverse peut être négligée. Comment prévoir dans quel sens un système chimique va évoluer spontanément? Tout système chimique hors équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre. Alors imaginons que vous jouiez au petit chimiste, vous prenez un bécher et dans ce bécher vous introduisez l'espèce chimique grand A mais aussi l'espèce chimique grand B ainsi que les produits de la transformation, grand C et grand D, dans des quantités qui sont un peu prises au hasard. Alors a priori la transformation elle pourrait aussi bien se produire dans le sens direct, vers la formation de C et D, que dans le sens inverse, vers la formation de A et B. Comment le prévoir? Comment le savoir? Pour cela, on va utiliser cet outil qui est la constante d'équilibre. Le quotient réactionnel à l'état d'équilibre, il prend toujours la même valeur, c'est cette constante K. Donc, pour savoir dans quel sens le système va évoluer, on va tracer un axe des quotients réactionnels sur lequel on va repérer la valeur de K et puis on va calculer le quotient réactionnel initial. Et là, il y a deux possibilités. Ou le quotient réactionnel est plus petit que K, ou il est plus grand que K. La troisième possibilité, finalement, ça serait que le quotient réactionnel, par un grand hasard, soit directement égal à K. À ce moment-là, bien sûr, quotient réactionnel est égal à K. On est tombé par hasard sur l'état d'équilibre, et donc le système chimique ne va pas évoluer. Imaginons donc dans un premier temps que le quotient réactionnel initial soit plus petit que K. L'expression du quotient réactionnel, rappelez-vous, c'est celle-ci, c'est la concentration de C à la puissance C, que multiplie la concentration de D à la puissance D, divisé par la concentration de A à la puissance A, fois la concentration de B à la puissance B. Le quotient réactionnel est plus petit que K, le système va évoluer vers un état d'équilibre où QR va être égal à K, donc comme on est parti d'un état où le quotient réactionnel est plus petit que K, il va falloir que ce quotient réactionnel augmente. Comment le système chimique va-t-il évoluer pour que ce quotient réactionnel augmente? Pour que ce quotient réactionnel augmente, si on voit comment il est fait, il faut que la concentration de C et la concentration de D augmentent, puisqu'ils sont au numérateur, et il va falloir que la concentration de A et la concentration de B, comme ils sont au dénominateur, deviennent plus petits afin que le quotient réactionnel augmente. Donc on va bien avoir, si les concentrations de A et de B diminuent, ça signifie qu'ils sont consommés et donc que la transformation va se produire dans le sens direct. Maintenant regardons l'autre cas, quand le quotient réactionnel initial va être plus grand que K, QRI plus grand que K, le quotient réactionnel il va devoir tendre vers la constante d'équilibre. Comme on est parti d'un état où le quotient réactionnel soit plus grand que K, il va falloir que le quotient réactionnel diminue. Pour que le quotient réactionnel diminue, il suffit de regarder à nouveau l'expression du quotient réactionnel. Il va falloir que la concentration de C et la concentration de D diminuent. Et il va falloir que la concentration de A et la concentration de B augmente. Si la concentration de A et la concentration de B augmentent, ça signifie que la transformation va se produire dans le sens inverse. Donc c'est bien en accord avec le diagramme central qu'il faut mémoriser. Si le quotient réactionnel est plus petit que K, eh bien la transformation va se produire dans le sens direct, dans le sens de la flèche. Le quotient réactionnel va augmenter pour tendre vers K. C'est la flèche rouge. Et la flèche rouge indique aussi dans quel sens la transformation chimique va se produire. Si le quotient réactionnel est plus grand que K, le quotient réactionnel donc va se situer par ici,
Et donc le quotient réactionnel, qu'est-ce qu'il devra faire? Il va devoir diminuer pour tendre vers K. Donc ça correspond à la flèche bleue, qui indique aussi dans quel sens la transformation chimique va se produire, c'est-à-dire ici dans le sens inverse. Mettons en œuvre cette technique sur un exemple. Considérons la réaction Fe3+, plus Ag qui réagit pour donner Fe2+, plus Ag+. Cette transformation a pour constante d'équilibre K qui est égale à 0,31. Donc on considère un état initial où on a mélangé des ions Fe3+, des ions argent, des ions Fe2+, et de l'argent solide, de telle sorte que les concentrations dans l'état initial soient celles qui sont indiquées dans les données. Comment savoir dans quel sens le système chimique va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer dans le sens direct, vers la formation d'ions ferreux Fe2+, et la formation d'ions argent, ou est-ce qu'il va évoluer dans le sens inverse, vers la formation d'ions ferriques Fe3+, et d'argent solide? Pour cela, calculons le quotient réactionnel initial. Je trace le trait de fraction, je regarde l'équation de ma réaction. Au numérateur interviennent les produits, donc concentration de Fe2+. J'élève à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique, qui est égal à 1. Et d'ailleurs, tous les coefficients stoichiométriques étant égaux à 1, j'élèverai toujours à la puissance 1. Donc c'est dans l'état initial, j'indique petit i. Je fais la même chose pour les ions argent. Au dénominateur interviennent les réactifs, donc concentration de Fe3+, dans l'état initial. Attention, le deuxième réactif, c'est de l'argent solide, donc rappelez-vous, on remplace par 1 dans le quotient réactionnel. Je fais l'application numérique avec les valeurs qui sont fournies. L'application numérique donne 10, et rappelez-vous, je dois comparer à K. Je me situe donc dans une situation où ce quotient réactionnel initial est plus grand que K, donc le système va évoluer dans le sens inverse. Je suis ici dans la zone bleue du diagramme qui est juste au-dessus. Le quotient réactionnel initial est plus grand que K, il va devoir diminuer, et pour cela, la transformation va se produire dans le sens inverse. Donc évolution. Dans le sens inverse. On peut préciser ici qu'il va y avoir formation d'ion Fe3+, et d'argent Ag. Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous allez me faire les exercices 7 et 9, page 145, qui sont corrigés dans votre livre.